Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans un point philo dans les médias. Aujourd'hui, je ne m'intéresse pas à un documentaire ni à des débats. Je vais m'intéresser à une émission présentée par Jean-Pierre Elkabbach le 17 janvier 2021 qui s'appelle Repères et diffusée sur la chaîne CNews. Donc cette émission, elle avait pour invité Jean Rottner, président de la région Grand Est et premier adjoint au maire de Mulhouse. Et il y a également, dans la partie que je vais vous présenter, l'intervention de Laurence Devillé, qui est professeure en intelligence artificielle pour le CNRS et le LIMSI, le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Donc l'émission dure plus d'1 heure. J'ai sélectionné le passage de l'émission qui va m'intéresser ici. C'est un passage qui se nomme Microsoft communiquer avec les morts. C'est un court moment de l'émission. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. À partir de la 21e minute jusqu'à la 29e minute. Donc c'est environ 8 minutes de cette émission. Malheureusement, en 8 minutes, il n'y a pas le temps de faire le tour de ce sujet. Microsoft, communiquer avec les morts, ou plutôt communiquer avec une intelligence artificielle. Il n'y a pas d'approfondissement et il n'y a pas de conclusion. Beaucoup de questions sont en suspens. Mais à un moment donné, il y a l'implication de la philosophie. À plusieurs reprises, Madame Devillé intervient pour dire qu'il y a de nombreuses questions éthiques. Et à la fin, Jean Rottner va dire qu'il y aura un besoin du philosophe et c'est la raison pour laquelle je souhaite évoquer ce sujet. Ce n'est pas un problème nouveau. Il y a des informations sur les progrès technologiques allant en ce sens qui étaient déjà sorties il y a quelques années. Il y a plusieurs champs qui sont évoqués. Il y a l'éthique, bien évidemment, surtout avec notre relation à autrui et notre relation au deuil. Nous pouvons rejoindre rapidement des questions métaphysiques, avec l'idée de la personnalité de la personne décédée, et évidemment, il y a des implications politiques et économiques. Donc, comme je vous le disais, cette émission, c'est un peu la boîte de Pandore. Une fois qu'on l'ouvre, il y a de nombreuses choses qui en sortent, de nombreux sujets, de nombreuses interrogations. Quasiment plus de questions que de réponses qui ont été apportées dans cet exposé, puisque ce n'était pas un débat. Et malheureusement, c'était assez lacunaire. Néanmoins, notre rôle, en philosophie, serait de penser le quoi, le comment et le pourquoi de cette possibilité de communiquer avec une machine imitant une personne décédée. Je vais vous proposer 3 parties. Dans une première partie, je vais vous restituer le plus fidèlement possible les quelques minutes de cette émission, étant donné que pour des raisons de droit d'auteur et de droit de diffusion, je n'ai pas l'autorisation pour diffuser cet extrait. Dans un deuxième moment, je vais développer mon raisonnement vis-à-vis de cette émission ou de cet extrait. Et dans un troisième moment, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion ou des références pour compléter le sujet. Première partie, restitution de l'émission. Donc le premier intervenant, c'est le présentateur Jean-Pierre Elkabbach. Il dira que la Covid tue et a tué. Beaucoup de familles ont été endeuillées. Elles n'ont pas pu assister au départ de leurs proches. Et cela a ajouté de la solitude à la souffrance. Microsoft, présenté comme un géant du numérique, ce qu'il est effectivement, penserait avoir trouvé la solution. À partir des données personnelles, on pourrait communiquer avec nos morts grâce à des algorithmes de l'intelligence artificielle. Comment c'est possible ? Laurence Devillé intervient ensuite pour répondre à cette question. Elle dira que les technologies du traitement automatique de la langue permettent beaucoup de choses, et que si elle voulait redéfinir ce qu'est l'unicité de quelqu'un, c'est son caractère, sa personnalité, son apparence physique.
peut-être sa voix, son rire, qui en sont des dénominateurs importants. Et cela, on serait capable de le simuler avec une machine. Comment on fait? Eh bien, on a besoin de beaucoup de données. On crée un catalogue, et puis ce sont des souvenirs et des histoires que racontait la personne ou des phrases qu'il a pu dire qui seront stockées en mémoire. Et quand on va questionner cette intelligence artificielle, ce système sera capable d'aller chercher une phrase déjà dite par la personne, ou alors de faire une sorte de puzzle et retrouver des morceaux d'autres phrases et les combiner. Monsieur El-Kabbach demandera alors si on entend la voix authentique. Madame de Villiers répondra que oui, parce qu'on sait aujourd'hui synthétiser des voix à partir de très peu de données sonores. Si, par exemple, il y a des traces de conversation avec quelqu'un, on peut les récupérer. C'est plus simple quand on a des personnages publics, comme le général de Gaulle ou Jacques Chirac, puisqu'il y a beaucoup de données sur ces personnages, et que là, on peut effectivement faire des agents conversationnels personnalisés, c'est-à-dire qui représentent quelqu'un, une espèce de jumeau numérique ou virtuel. On peut recréer comme ça des personnalités, et évidemment, cela a des limites, mais on commence à avoir certaines applications. Et il y a des exemples. Il y a un journaliste américain dont le papa était atteint d'un cancer, et qui a conversé avec lui dans l'idée de conserver des traces de ses conversations, et qui a ensuite généré un chatbot, qui a été capable de continuer les conversations avec lui. Donc cette technologie est possible pour des personnes soit publiques soit privées, à condition d'avoir assez de données disponibles et d'avoir l'autorisation des parents ou des proches. Néanmoins, l'intervenante posera la question, ou plutôt la condition, du respect de la personne décédée. Donc le journaliste insiste bien sur le fait que ce n'est pas le mort lui-même qui répond, mais une machine. Donc c'est exactement ça, c'est une machine qui prend les intonations et qui refait les mêmes histoires, et qui reprend les mêmes tics langagiers, voire qui auront même une certaine apparence visuelle. Au Japon, ils l'ont fait avec des robots. C'est à la fois un agent qui dialogue et à la fois une apparence de la personne décédée. Selon l'intervenant, tout le monde souhaite ça. Et en même temps, cela pose des questions éthiques. Parce que bon, faire revivre quelqu'un à travers, même un robot, cela peut poser une foultitude de questions qui sont autour du deuil et aussi autour de la cybercriminalité. On peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et quelque part, ce sont aussi des doubles. Donc le journaliste remarque que ces applications peuvent en effet être dangereuses. Pour Laurence de Villiers, il est important que ce soit démocratiquement que l'on discute de ces sujets, plutôt que ce soit par la petite porte ou par la grande porte des GAFA qu'on les utilise, et qu'après, plus tard, on se rende compte des écueils. Donc Jean-Pierre El-Kabbach surajoute en disant que c'est un marché qui est en train d'émerger, mais qu'il prendrait très vite et pas seulement aux États-Unis. Et il évoque également Victor Hugo, auquel on reprochait de faire tourner des tables, faire du spiritisme, pour entendre ceux qui viendraient de l'au-delà. Et il pense que cela aurait donné quelque chose si Victor Hugo avait connu Microsoft à cette époque. Donc Madame de Villiers réintervient pour dire que jusqu'à peu c'était de la science-fiction, et elle évoque la série Black Mirror qui parlait de ça, et à l'heure actuelle, ce n'est plus de la fiction. C'est un point qu'il faudrait comprendre. El-Kabbach intervient en disant que d'autres GAFA peuvent s'y intéresser, mais que, encore une fois, ce sont des géants du net qui peuvent s'affranchir des règles, qui peuvent se créer des revenus et beaucoup d'argent. Cela met en cause à la fois l'éthique et les valeurs d'une certaine société. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc Laurence de Villiers, étant donné qu'elle est membre d'un comité national pilote d'éthique du numérique, va répondre que le sujet des chatbots, des agents conversationnels, sont en réflexion parce que c'est quand même des questions qui portent sur la représentation de quelqu'un de décédé à travers des machines. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? On aurait tous envie de parler avec des personnes autour de nous et qu'on aimait beaucoup et qui sont décédées. Mais est-ce que ça ne va pas beaucoup plus loin? Est-ce qu'il y a un respect de la dignité de la personne? Comment on le gère? Quelles sont les règles juridiques nécessaires pour encadrer ces données? Les GAFA ont déjà beaucoup de nos données, donc seraient-ils capables de gérer des artefacts qui nous ressemblent à des fins commerciales? Et c'est tout un sujet qui nécessite de la régularisation. Donc le journaliste, Monsieur El-Kabbach, dit que c'est un début et qu'apparemment on ne peut pas arrêter ce mouvement. Il y a un peu un renoncement lorsqu'il fait la remarque « Vous dites simplement qu'il faut encadrer ». Donc Laurence de Villiers répond qu'il y a un autre point, c'est que la parole qui vient du numérique est déshumanisée, puisque derrière, il n'y a pas une réelle identité. Donc on pourrait faire dire n'importe quoi à ces machines, et que c'est aussi un danger.
Donc El Kabbach remarque que oui, on peut fabriquer des robots avec la silhouette de quelqu'un et qui remplacera un dialogue avec Marilyn Monroe ou le général de Gaulle. Donc l'intervenante reprend l'exemple d'un roboticien en Corée qui a fait un robot à l'effigie de Scarlett Johansson, mais sans lui avoir demandé son avis. Mais à ce sujet, il y a des vides juridiques et ce sont des nouveaux sujets de technologie et de nouvelles applications. Il semble que ces applications n'arrêtent pas, elles sont fulgurantes. Et on n'a pas encore réfléchi dans la société à ce que l'on voudrait vraiment en faire. Cette partie de l'émission va s'arrêter ici. Le journaliste va juste demander à son invité Jean Rotner ce qu'il en pense. Il répond que technologiquement, c'est exceptionnel. Froidement, on pourrait le dire, mais c'est vrai que cela pose des problèmes éthiques, des problèmes philosophiques. On a alors besoin du philosophe pour nous aider à réfléchir là-dessus. Il explique qu'il y a aussi un besoin de poésie avec le souvenir et la mémoire personnelle, que c'est quelque chose d'important. Le journaliste lui demande s'il utiliserait cette technologie. Jean Rotner répond que non, que c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît. Et la conclusion du journaliste, c'est que finalement, on n'aurait pas besoin de cette technologie pour garder le souvenir d'un proche décédé. Jean Rotner conclut en disant qu'il pense que chacun a son propre souvenir, sa propre mémoire, et que parfois il y a aussi des illusions, et que c'est quelque chose d'important par rapport au deuil que l'on a à mener. Dans un deuxième moment, je vais développer mon raisonnement par rapport à ce court extrait d'émission. Le problème est emmené avec la question du deuil dû à la Covid-19. En effet, pour éviter des contaminations, pas ou peu de proches étaient autorisés à se rendre auprès du défunt ou à ses obsèques. Ce qui est visé ici, c'est l'absence du proche pour accompagner la personne décédée. Selon cette conception, l'absence nuirait au deuil des proches. Le deuil, c'est un sentiment de tristesse ou de douleur si on prend son étymologie. De manière commune, et selon certaines théories psychologiques, il y aurait 5 étapes: le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Dans un premier temps, on refuse le décès ou la fin de la relation. Puis, il y a une idée de faute rejetée sur le départ de la personne. On tente alors de penser un compromis entre la personne décédée avec un fétiche, c'est-à-dire un support qui rappellera la personne. L'individu va alors penser sa tristesse et faire une introspection de sa relation passée afin de pouvoir accepter cette situation. L'intention de Microsoft ici serait alors d'aider la personne cliente dans son deuil. Mais plus qu'une aide, c'est un accompagnement qui se fait, mais visiblement selon les moyens de la personne. Dans la présentation de cette situation, il n'y a pas eu de pensée du deuil et du caractère humain de la personne décédée ou du proche. Cette innovation pense uniquement la notion d'échange et d'efficacité avec l'idée d'un service proposé à quelqu'un contre de l'argent. Ce service étant soumis à la garantie d'avoir une impression la plus réaliste possible d'être face à un proche disparu. Le problème ici, c'est le caractère d'efficacité et d'imitation dans des échanges qui ne devraient être qu'humains. Il faut donc insister sur un fait et sur un titre accrocheur qui ne correspond pas à la réalité de la situation. Il ne s'agit pas de communiquer avec des morts, mais avec une intelligence artificielle qui va imiter une personne dont on a été proche. Il n'y a donc pas de question métaphysique sur la mort à se poser ou sur un éventuel monde des esprits, encore moins sur l'âme, puisqu'aucune personnalité n'est contactée. Néanmoins, des questions éthiques se posent avec l'idée d'exploiter des éléments intimes de personnes décédées avec la complicité de tiers. La motivation de l'entreprise, c'est son profit. Il ne faut pas se tromper. La motivation du tiers, c'est de faire son deuil. Le problème est que cette innovation peut produire un effet inverse et donc préserver un état de deuil ou empêcher son déroulement. En effet, un robot, une intelligence artificielle, pourrait servir de fétiche, donc de support pour la personne qui va alors sacraliser ce support de manière à transférer son déni et le marchandage sur celui-ci. Cette innovation peut en effet permettre, selon les ingénieurs du projet, de continuer les derniers échanges, mais peut aussi faire que l'individu pense en permanence à « encore une fois avec mon proche ». Malheureusement, ces réflexions ne sont pas développées sur ce court exposé. Ce qui prend le devant est l'aspect de la prouesse technique. En effet, il est légitime de se demander comment une machine peut ressembler à un proche et se demander quel rapport nous devrions entretenir avec elle.
Laurence de Villiers nous dit que nous faisons de nombreux progrès. L'idée sous-jacente est que ce progrès peut être appliqué à l'humain. La professeure tente de définir ce que serait l'identité d'une personne, ce qu'elle nomme l'unicité. L'unicité, c'est le caractère qui rend unique une chose ou quelqu'un. Ainsi, Microsoft se vanterait de pouvoir reproduire de manière exclusive et identique un proche disparu. Cela ne paraît pas possible par définition. Sinon, il n'y aurait plus d'unicité. Madame de Villiers se sert de notions éthiques pour penser l'identité d'une personne, c'est-à-dire des manières d'être qui sont contingentes et qui sont relatives aux individus, au vécu, aux expériences, également à autrui, c'est-à-dire des éléments qui ne peuvent être soumis à l'universalisme ou à la généralité de la science au sens où l'entendrait Aristote. On peut penser que cela n'a rien à voir avec des calculs. Pourtant, ces éléments éthiques pourraient être simulés par les machines. Le terme est ici, il est dit simulation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une œuvre artistique, qu'elle soit industrielle, commerciale ou autre, peu importe, qui ressemble à autre chose avec la conscience qu'il y a une autre mesure dans la machine par rapport au modèle. Ce n'est pas une reproduction qui serait une simple transposition de forme et de matière. Microsoft est donc conscient de l'imperfection de sa machine, point sur lequel on revient au cours de l'émission. Pour autant, l'argument de vente est une certaine fidélité. Celle-ci est obtenue par une accumulation de données qui vont être analysées, calculées, comparées et amplifiées, avec des anticipations et des montages par une intelligence artificielle. Ici, elle n'a pas pour objet le surpassement d'une capacité humaine. La critique d'un transhumanisme ne se pose pas dans ce cadre, alors que dans un cadre plus général, cela pourrait se poser. Mais il n'empêche que plusieurs critiques peuvent être formulées. L'argument de fidélité de l'entreprise peut être mis à mal, puisque Microsoft, pour compléter ses algorithmes et l'intelligence artificielle, utilise des données fournies par, a priori, les futurs clients. Ces données peuvent être partielles. Si tel est le cas, la machine ne peut pas être fidèle aux proches décédés. Une autre critique liée à ces données fournies, c'est que les proches peuvent choisir les données. Le proche disparu serait à l'image de ce que veut ou ressent le client. Il y aurait une subjectivité qui saboterait l'intention de fidélité de la machine. Nous pourrions admettre aussi que même si toutes les données avaient été correctement transmises, il y aurait des problèmes, mais qui tiendraient à l'utilisation de cette machine par les clients. Si le proche décédé était un artiste, un écrivain, ou autre. Il pourrait y avoir une utilisation de ces données pour faire créer une œuvre par l'intelligence artificielle. Cela pose des problèmes juridiques d'appartenance de l'œuvre. Cela pose également la question de l'art et de l'esthétique. La machine n'a pas d'intention. Ce qui définit en partie l'art, c'est l'intention de l'artiste. Le problème peut même aller plus loin, en engageant des notions de justice et de vérité. Si les données fournies appartenaient à un proche qui était un politique ou un journaliste, il y aurait un risque de falsification de certains faits. Et qu'est-ce que Microsoft serait en droit de faire ou non? Qu'est-ce que Microsoft serait en droit de diffuser ou non des données fournies par les clients? Ainsi, de nombreux problèmes s'ajoutent à l'idée d'utiliser une telle innovation. Il faut être prudent et interroger la justice et la constitution des différents pays. L'intervenante, Madame de Villiers, répète tout de même qu'il y aurait un respect de la personne décédée. Mais qui le définit? La notion est relative aux familles. Le respect est une mise à distance, un recul par rapport aux faits et au vécu. Dans une vision radicale, le respect serait de renoncer à l'utilisation de ces données et de l'image de ces personnes décédées. Sinon, le respect serait de résider dans la fidélité, ce qui limite l'implication des clients dans l'utilisation des données et ce qui limite les potentialités de l'intelligence artificielle. En revanche, je ne suis pas certain que tout le monde veuille ça. L'affirmer et le maintenir à l'antenne et à une heure de grande écoute peut être problématique ou choquant pour certaines personnes. Je ne suis pas favorable à cette possibilité, et cela n'est pas qu'une question éthique, mais également spirituelle. Les conceptions religieuses ou spirituelles, même marginales, peuvent être bousculées, puisque cela propose de modifier le rapport de l'homme à la mort et au deuil. Dans un sens antique, cela peut troubler l'âme, c'est-à-dire être source de problèmes psychologiques que nous avons déjà évoqués. Cela peut également être pensé comme un jeu de sentiments qui serait monétisé par Microsoft. Il y a également les questions de cybercriminalité et d'utilisation des données, mais c'est comme un cercle vicieux, et on bat cet argument pratique ou matériel ou encore économique en retournant de nouveau sur un autre domaine, celui de l'éthique. Il y a l'idée de rompre une certaine solitude, mettant en avant des évolutions dans la société.
Il faut que tout cela soit discuté en société dans l'idéal et que ces applications soient suspendues parce que les réactions sont souvent après les premières utilisations. Les lois sont en retard et viennent souvent après les innovations. C'est aussi pour cela qu'il faudrait pouvoir intervenir légalement dans l'application ou le commerce des GAFA, qui sont les entreprises les plus puissantes d'Internet: Google, Apple, Facebook et Amazon. Attention, il ne s'agit pas d'être antilibéral ou d'interdire ces entreprises de mener leurs activités, mais avoir un droit de regard sur ce qu'ils développent humainement et ce qui peut changer les rapports humains. La question n'est plus simplement économique, puisque le cas de ces communications ne se situe pas dans le cadre d'échanges matériels. Le journaliste M. El-Kabach évoque les marchés qui prendraient très vite. Ainsi, l'optique développée par son émission est clairement économique, ce qui limite le débat. Il fait le parallèle entre l'innovation de Microsoft et le supposé engouement qu'aurait pu avoir Victor Hugo, qui était adepte des tables tournantes, c'est-à-dire de la tentative de contact des vivants et de l'au-delà. Mais les questions sont différentes. Il s'agissait de penser le véritable contact d'une personne décédée, et pas d'une machine. Et c'est de tout temps que des personnes ont imaginé des dialogues entre intellectuels selon leur thèse connue. Victor Hugo s'est également intéressé à la question métaphysique de l'homme, de l'âme et de l'au-delà par cette anecdote de la table tournante. Ce n'est pas l'ambition de Microsoft ici. Madame de Villiers évoque l'aspect numérique et déshumanisé. Il y a donc un recul sur les propos visant la fidélité de l'innovation quant aux personnes décédées. Il y a la conscience que ce n'est pas l'identité d'une personne. Dans ce cas, est-ce que cela conviendrait réellement aux éventuels clients? L'émission conclut en évoquant très rapidement les premières critiques éthiques que nous avons émises au début de cette deuxième partie. Le journaliste interroge l'invité de l'émission, Jean Rotner. Ce dernier admet que technologiquement, c'est une prouesse, et en effet, ce serait idiot de le nier, mais cela poserait des problèmes philosophiques, et il a raison. C'est pour cela que j'ai pensé intéressant de faire cette vidéo. Un argument avancé par Jean Rotner, que je trouve pertinent malgré sa faiblesse pratique, c'est celui de la poésie. Nous rejoignons un peu les problèmes spirituels et esthétiques. Cette innovation ne permet pas de traiter humainement le souvenir et la mémoire avec ce qu'ils ont d'indicible, d'insécable et d'imparfait. Dans le deuil, il y a également un besoin de conserver une certaine illusion sur les personnes décédées. J'en arrive à ma troisième partie sur quelques références que j'aurai à vous proposer. Madame de Villiers évoque la série Black Mirror, qui a repris ce thème de l'intelligence artificielle à l'image des proches décédés. C'est l'épisode 1 de la deuxième saison, bientôt de retour. Cet épisode permet de penser l'impact de telles innovations sur les proches et sur l'état de conscience simulé par la machine. Cela pose une autre question sur l'identité d'une personne. Est-ce qu'un double qui aurait mon apparence, mes vécus, mes pensées, etc. serait identique à moi? Ou plus loin, est-ce moi? Plusieurs philosophes ont pensé ces problèmes. Descartes, dans les méditations métaphysiques, Mendebiran, dans Influence de l'habitude sur la faculté de penser, ou encore le romancier Paul Auster dans Moon Palace. Sur les expériences spirites de Victor Hugo, il y a des documents disponibles gratuitement sur Internet, mais il y a aussi le livre de Jean de Montigny, Victor Hugo et le spiritisme. Nous pouvons aussi repenser le concept de résilience, un processus qui permet de mettre des mots sur ses vécus de deuil, etc. Je peux vous conseiller Un merveilleux malheur par celui qui a travaillé le concept de résilience, Boris Cyrulnik. Je peux également vous conseiller le film Her, écrit et réalisé par Spike Jonze, est sorti en 2013. Donc dans ce film, il y a un écrivain public pour une entreprise qui récolte des données fournies par des clients pour écrire des lettres d'amour. Mais il y a aussi l'histoire d'un système d'exploitation qui va avoir une voix réaliste et qui va s'adapter et évoluer selon le personnage et selon les désirs du personnage. Il y a des questions qui peuvent se rapporter au deuil d'une relation amoureuse, et il y a des questions éthiques par rapport à la relation que le personnage peut avoir avec cette intelligence artificielle. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.